Bien, dans le cadre de nos apartés scientifiques, nous allons parler de la cheville raide. Et pour ce débat, nous allons être avec le docteur Laurent Duperron, qui est médecin du sport, médecin à Gerland et médecin à la clinique de la sauvegarde, et moi-même, Patrick Berdoulet, qui est du sport. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cheville raide? Et quels sont les conflits et les explications que l'on peut donner, qui peuvent être traumatiques, mais aussi osseuses ou capsulo-ligamentaires par interposition tissulaire de conflits? Oui, exactement. Précise-nous un petit peu ces éléments. Ok, merci déjà pour l'invitation. Alors oui, effectivement, on parle de raideur quand on a une diminution des amplitudes articulaires de la cheville, bien sûr, mais aussi finalement la plainte des patients, c'est-à-dire qu'ils vont venir nous dire, en particulier les footballeurs, je sens ma cheville qui n'est pas comme l'autre. Quand je frappe, j'ai l'impression de ne pas avoir la même sensation. Quand je change d'appui, je n'ai pas la même sensation. Et c'est aussi ça la raideur. Ce n'est pas uniquement une toute petite diminution d'amplitude, c'est aussi le ressenti du patient. Et effectivement, dans ce cadre-là, en fait, on va avoir plusieurs types de pathologies. Et effectivement, les conflits font clairement partie de cette problématique, avec le conflit antérieur qui va se distinguer en deux parties. Le conflit antérolatéral, qui va plutôt être lié à un comblement tissulaire de la gouttière antérolatérale, séquelaire bien souvent d'une entorse antérieure du ligament talofibulaire antérieur, et avec un développement hypertrophique cicatriciel. Et le conflit antéromédial, qui, comme vous l'avez dit, effectivement est plutôt osseux, lié à une composante plutôt d'origine microtraumatique, avec des impacts entre le tibia et le bord antérieur du talus, qui va créer des ostéophytes et qui va ensuite venir pincer la capsule articulaire en flexion dorsale de cheville. C'est ça. Ouais. Alors ça, au point de vue clinique, les douleurs sont surtout des douleurs antérieures au niveau de l'espace antéromédial. Oui, exactement. Antéromédial pour le conflit osseux et antérolatéral juste au-dessus du ligament talofibulaire et juste en dessous du ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, dit de la syndesmose. Donc c'est vraiment, on est entre les deux ligaments. Entre les deux ligaments. Ouais. Et en fait, est-ce que c'est souvent sous-estimé, ces conflits, je crois, et comme ils sont sous-estimés l'entorse de la syndesmose, et souvent qui passe inaperçu, alors qu'un simple test d'abduction rotation externe de Kleyer permet de le diagnostiquer, mais souvent c'est pas diagnostiqué, on traite l'entorse de cheville du talofibulaire, on ne traite pas celle-là. Et est-ce que dans ces cas-là, c'est un risque d'avoir des ostéophytes ou des modifications osseuses? Alors, d'ostéophytes, pas tellement, et c'est plutôt de développement finalement de calcification dans la membrane interosseuse. Mais en fait, qui vont se développer finalement un peu plus haut. Par contre, les séquelles effectivement de l'entorse de la syndesmose, ça va être plutôt un développement hypertrophique sous le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur qui va rentrer éventuellement dans ce conflit antérolatéral. Mais sur le bord antérolatéral, ça ne sera pas trop une problématique osseuse. Elle sera vraiment beaucoup plus sur le bord interne, sur le plan osseux. Les meilleurs examens pour ça reste l'échographie et la radio? Radio, clairement. Face avec et surtout une rotation. Externe pour justement mettre en évidence le conflit osseux, le fameux cliché de Van Dyck. L'échographie, elle a un intérêt surtout pour voir le phénomène inflammatoire. Est-ce qu'on est en phase inflammatoire ou pas? Elle peut voir effectivement le comblement tissulaire antérolatéral. Sur le conflit osseux, c'est moins intéressant et c'est là où l'imagerie en couple sera peut-être plus intéressante si jamais on veut pousser plus loin la recherche étiologique et aussi chercher les effets diagnostiques différentiels. Sur les conflits donc tissulaires, est-ce qu'on va commencer d'abord par une rééducation? Et si la rééducation n'est pas productrice, est-ce qu'on va faire une infiltration dans la zone tissulaire ou est-ce qu'on va faire une arthroscopie pour enlever cette expansion tissulaire? Non, effectivement, comme dans la pathologie du sportif, on commence bien sûr par la rééducation, le but étant de stabiliser la cheville, de travailler manuellement aussi sur le conflit, voir si on arrive à finalement assouplir les tissus par du travail de massage et du travail rééducatif en kiné. En cas d'échec, effectivement, on peut tendre vers l'infiltration cortisonée dans le conflit qui va permettre d'enlever le phénomène inflammatoire. On a des alternatives type mésothérapie, éventuellement aussi. Les anti-inflammatoires péreuses peuvent être utiles en cas de décompensation aiguë, simplement pour enlever le phénomène aigu. Sur le chronique, effectivement, ça sera moins intéressant. Et la chirurgie, effectivement, en cas d'échec de la prise en charge médicale. D'accord. Et est-ce que dans les chevilles raides, on peut avoir aussi d'autres pathologies, par exemple une lésion du dôme astragalien?
au niveau du cartilage? Oui, ouais, bien sûr. La lésion ostéochondrale du dôme astragalien avec des petits morceaux de cartilage qui partent dans l'articulation, bien sûr, ça c'est important. On peut avoir simplement aussi des synchondroses, des synostoses dans la cheville qui vont nous diminuer aussi les amplitudes de cheville. Et ça, on le sait assez rapidement plutôt chez les adolescents. Et les semelles sont intéressantes à ce moment-là en général pour stabiliser. Et puis on peut aussi avoir les problématiques de conflit postérieur qui vont venir déclencher aussi une diminution d'amplitude, plutôt en flexion plantaire cette fois-ci, avec des douleurs postérieures de cheville. Ça, je l'ai rencontré avec les danseuses. Je me suis occupé des danseuses du Grand Théâtre à Bordeaux. Et on avait des conflits postérieurs justement qui étaient particulièrement gênants dans ce type de douleur. Et j'en avais aussi avec les volleyeurs. Oui, tous les sports de saut de toute façon. Et bien sûr la danseuse sur la montée sur pointe, puisque le long fléchisseur de la luxe, qui est une des problématiques du conflit postérieur, en fait, il est stabilisateur sur demi-pointe. Donc forcément, la danseuse, en particulier classique, est bien soumise à ça. Mais le footballeur, sur par exemple la reprise de volée en bout de pied, il va se retrouver dans la même composante et dans la même problématique. Mais ça sera plutôt des problématiques osseuses d'impact postérieur. C'est ça. Donc en première intention, ça sera un traitement rééducatif, récupération de la mobilité. Et si à ce moment-là, on a un problème qui est ostéophyte ou autre, soit c'est un traitement médical par infiltration, soit c'est une chirurgie de débridement, ni plus ni moins, de l'articulation. Oui, exactement. Il vient réséquer le conflit tissulaire ou osseux si on en médial. Mais effectivement, c'est des solutions qui sont efficaces parce que ça supprime le conflit, donc bien sûr la douleur et la gêne du patient. Et sur les lésions type dôme astragalien, est-ce que les PRP sont une indication? Qui n'ont pas fait leur preuve quand même à 100%. C'est vrai. C'est une grosse discussion aussi sur le PRP et les bienfaits. Oui, bien sûr. C'est une discussion, bien sûr. De toute façon, on est toujours bien embêté sur ces lésions du dôme astragalien. Donc, de toute façon, avant de discuter chirurgie, comme d'habitude, on essaiera d'optimiser le traitement médical. Donc, bien sûr, au même titre que l'infiltration de cortisone, si on est en échec, le PRP a son intérêt en test. Et on aura sûrement des patients chez qui ça va permettre d'améliorer les choses et puis d'autres chez qui ça ne suffira pas. Et là où peut-être l'indication chirurgicale sera apposée. Mais effectivement, pour l'instant, les preuves sont encore pas complètement suffisantes. Même pour l'acide hyaluronique. Oui, exactement. Je pense que c'est des tests qui sont un petit peu empiriques, mais on a tous, je pense, dans nos expériences, des patients qui ont bien répondu à l'une ou à l'autre. Mais voilà, donc ça peut se faire de manière... On le teste un petit peu de manière empirique, même si pour l'instant la science a du mal à le confirmer. Et est-ce qu'il y a une interaction de la membrane interosseuse, même sans calcification, mais d'une lésion de la membrane interosseuse sur des chevilles raides? Probablement oui, mais ça veut dire qu'on a eu une lésion. Si une lésion de la membrane interosseuse, c'est qu'on a eu une lésion de la syndesmose qui est probablement passée inaperçue et donc probablement par le développement hypertrophique du LTFAI et peut-être du ligament de Bassett qui peut être cette petite expansion inférieure, va pouvoir effectivement générer des restrictions d'amplitude sur la zone. D'amplitude, oui. Et nous, quelquefois, on a aussi des restrictions d'amplitude simples sur un talus qu'on dit antérieur, que l'on corrige par des techniques ostéopathiques ou mobilisation passive, et on arrive à réintégrer. Mais je sais que personnellement, quand je suis en échec sur la ne pas retrouver cette flexion dorsale, qui est aussi explicative de récidive d'entorse, à ce moment-là, j'envoie toujours chez le chirurgien pour avoir un avis dans la recherche d'un conflit. Donc il ne faut pas laisser nos patients avec une restriction de mobilité d'un talus. On est bien d'accord que si jamais l'évolution n'est pas satisfaisante et que de toute façon une gêne persiste, il faut qu'on pousse plus loin, il faut qu'on aille chercher plus loin parce qu'on a des solutions en fait et qui sont efficaces. Donc voilà, il n'y a pas de raison de rester bloqué en se disant on ne peut rien faire d'autre. Non, on peut quand même continuer à avancer sur le traitement et sans problème. Voilà, pas la peine de faire perdre du temps aux patients avec des séances d'électrothérapie qui n'avancent pas et qui personnellement je ne suis pas un électricien de la kiné et c'est une perte de temps pour le patient et un coût pour la sécurité sociale qui est inutile. Exact. Écoute, je te remercie Laurent pour cet éclaircissement sur la cheville raide. Merci à toi. Merci.